Bonsoir Ariane Bilran. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. Une première sur les ondes de Théovox Actualité. Et Dieu sait, Ariane, qu'on a eu de la misère à avoir cette entrevue due aux pannes de courant que le Québec a vécues la semaine dernière. Donc, merci du fond du cœur pour premièrement, votre flexibilité, votre compréhension et d'avoir accepté de nous donner cette entrevue ce soir. Merci à vous. J'ai beaucoup compati à votre situation. Oui, 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 tout à fait. D'autant plus que vous aviez déjà vécu dans le passé une tempête de neige au Québec, donc vous savez ce qu'on a passé à travers. Tout à fait, tout à fait. Ariane Bilran, avant d'entrer dans le cœur de vos analyses, j'aimerais qu'on comprenne ce qui vous a amené à développer une telle lucidité sur notre époque. Vous êtes philosophe, psychologue clinicienne, vous avez passé votre vie à étudier les dérives du pouvoir, la manipulation et la folie collective. Dans un monde où la pensée s'uniformise, vous faites partie de ceux qui résistent encore à la censure et à la peur. Ce soir, avant de parler de l'enfant et du totalitarisme moderne, j'aimerais découvrir et faire découvrir qui est Ariane Bilran et ce qui vous a poussé à affronter la face sombre du pouvoir. Donc, d'entrée de jeu, on se lance ensemble. Ariane Bilran, entre la philosophie et la psychologie, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer la face sombre du pouvoir? C'est une question à la fois très importante et à la fois à laquelle il m'est sans doute compliqué de répondre, mais je vais tout de même essayer. Je crois que tout ceci démarre dans l'enfance. J'ai eu une enfance dans la banlieue parisienne dite un petit peu compliquée, voilà, donc en cité, au milieu de l'immigration de l'époque. Hmm. Donc moi je suis née en 1978. J'avais des parents euh, qui venaient d'univers contrastés, puisque ma mère venait plutôt de la grande bourgeoisie et puis anciennement des anciennes familles aristocratiques corse et toscanes, et puis qui s'était d'ailleurs fait dessaisir amplement à la Révolution française. Hmm. Et puis de l'autre côté, donc mon père était plutôt issu d'une famille d'agriculteurs, de maquignons, de paysans d'Occitanie. Mais tous deux s'étaient retrouvés et rencontrés d'ailleurs en tant qu'instituteurs en Seine-Saint-Denis, donc dans une banlieue difficile où il s'agissait, ils avaient l'idéal, on va dire, d'extraire à la fois de la misère Hmm. et de l'ignorance, les enfants et les adultes essentiellement issus de l'immigration en cité. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Et donc j'ai été très très tôt exposée à l'observation de ce qu'est l'exclusion sociale. Hmm. Euh, Puisque on est au cœur de ce qui est absolument banni à la fois de la société en général et puis de vocation, voilà. Et dans le même temps, j'étais issue d'une famille qui était très sensible aux humanités, hein, puisque ma grand-mère, André Girolami-Boulinier, avait été professeur de lettres classiques. Mon père aussi avait étudié les lettres classiques. Donc il y avait une Hmm. sensibilité, une transmission aussi sur la partie très humaniste Ouais. qu'on a oubliée aujourd'hui et sur laquelle on fait de nombreux contresens. Donc j'ai été très tôt exposée à l'exclusion sociale, à la violence, tout simplement à la misère. Et ensuite, par différents concours de circonstances, j'ai été aussi propulsée dans d'autres classes sociales et ça m'a donné Hmm. euh, un regard très acéré déjà sur cette question-là, cette question de l'exclusion et de l'humanité, puisque je traversais des univers extrêmement hétérogènes qui probablement ne se rencontreront jamais et ne se sont jamais rencontrés. Ouais. Puisque à un moment donné, à l'adolescence, ma mère m'avait envoyée donc, dans un lycée très, très, très bourgeois de Paris. Donc, je fréquentais des univers qui étaient dans la même journée, qui Wow. étaient totalement hétérogènes et n'étaient pas voués à se rencontrer, voire l'un méprisait considérablement l'autre. Ouais. Voilà. Donc, et ça a été mon histoire, en fait. L'histoire de toute ma vie, c'est cette aptitude à traverser des univers, euh, des classes sociales, mais même des univers, Hmm. puisque maintenant je réside en Amérique du Sud, donc c'est encore un autre univers, tout à fait.
tout à fait différents. Et dans le même temps, quand j'ai commencé après à travailler dans les entreprises, j'ai aussi visité énormément de secteurs. J'ai visité des entreprises aussi au Québec, hein, parce que j'étais très appelée pour le harcèlement dans les années 2010, etc. Et Ouais, donc, ce que je recherchais, c'était quel était euh, l'universel, en fait, derrière tout- tous ces décors en apparence très différents. Qu'est-ce qui caractérisait la condition humaine en propre? Voilà, donc dès toute petite, j'étais très intéressée. Donc, dès l'adolescence, je lisais déjà. Je suis d'abord entrée en philosophie politique, hein. J'ai ouais. essayé de comprendre cette question de l'abus de pouvoir. Et puis après, tout naturellement, je me suis rendu compte qu'en philosophie, malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on fait des études de philosophie, on est très très loin de Socrate, on n'expérimente absolument pas le réel. Ouais. Et j'avais besoin d'expérimenter le réel. Donc je suis entrée ensuite en psychologie et après plus particulièrement dans la psychopathologie, puisque j'avais besoin de comprendre les ressorts Ouais, qui entraînaient les gens dans des abus de pouvoir. Parce que c'est la question éternelle de l'humanité, hein. C'est encore une question à laquelle on se confronte aujourd'hui, mais enfin rien n'a changé absolument. depuis Platon. Absolument, absolument. Puis, je l'ai dit d'entrée de jeu, auteur de plus de 40 livres, vous n'avez pas chômé, c'est le cas de le dire. Ariane, à quel moment, quand avez-vous pris conscience que la folie n'était plus individuelle, mais collective? Très tôt. Très tôt, je crois qu'on remonte aussi dans l'enfance. C'est-à-dire que je me rends compte des dysfonctionnements d'abord internes à ma propre famille, Hmm. des dysfonctionnements systémiques. Alors, il faut aussi savoir que Saint-Denis, à l'époque où j'y étais, était très communiste. Et donc, j'avais des parents marxistes et je me suis aussi rendu compte de certaines apories de l'idéologie et comment le dogme arrive à construire euh, une- quelque chose qui abîme les gens et qui Ouais. les empêche d'être dans une individualité propre. Alors après, avec mon caractère, c'est vrai que bon, j'étais très euh, très précoce et donc toujours première à l'école, etc. Mais je m'intéressais beaucoup plus aux derniers de la classe, que je trouvais plus Hmm. créatifs, ce qui embêtait énormément mes professeurs. Ouais. Mais je les trouvais plus pertinents dans la manière d'interroger, en fait, ce qui se passait au milieu, c'est-à-dire ce conformisme. Et j'ai toujours trouvé que cette marginalité, elle avait un apport considérable pour empêcher qu'on s'endorme Ouais. sur des prérequis moutonniers. Et aujourd'hui, cette marginalité, elle est absolument persécutée. Donc, Tout à fait. c'est un vrai problème parce qu'on a besoin des deux, en fait. Ouais. Ouais. Vous parlez souvent de délire de masse institutionnalisé. À quel moment exactement vous l'avez vu s'imposer? Est-ce qu'il y a-t-il eu un moment charnière où vous l'avez vu d'une façon concrète s'imposer davantage? Alors, je l'ai vu d'abord dans les entreprises, puisque donc une fois que j'ai soutenu mon doctorat de psychopathologie, là encore, j'avais deux chemins qui s'offraient à moi. Soit je prenais la carrière universitaire, soit j'allais expérimenter dans les entreprises. Donc, j'ai gardé des cours à l'université pendant plusieurs années, mais j'avais besoin, j'avais envie vraiment d'expérimenter cette réalité, d'aller voir concrètement. Donc, on m'appelait régulièrement quand il y avait une plainte de harcèlement pour essayer de débroussailler ce qui se passe. Hein, Mhm. est-ce que c'est une vraie plainte, une fausse plainte? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a réellement un problème? Quelle est la nature du problème? Donc, je Ouais. faisais des enquêtes. J'avais construit une méthodologie d'enquête tout à fait, de manière tout à fait pionnière à l'époque. J'ai formé beaucoup de gens à cette méthodologie d'enquête. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on m'avait appelé au Canada. Et, euh, et donc, dans la compréhension de ce que c'est le harcèlement, donc j'ai construit déjà le concept d'îlot totalitaire, c'est-à-dire des îlots dans lesquels il y a des mécanismes de groupe Hmm. qui créent une situation de harcèlement. À l'époque, quand j'ai commencé, on voyait le harcèlement comme un méchant harceleur et un gentil harcelé. C'était assez basique. Ouais. Et moi, je sentais tout de suite qu'il y avait une problématique de groupe et que en tout cas, ce qui m'intéressait et qui me paraissait fondamental, c'était de faire ressortir les mécanismes qui font que le groupe autorise le groupe et plus avant l'institution, l'entreprise, voilà, un ensemble de systèmes. Donc j'avais parlé de terreau qui permettait l'émergence Ouais. de harcèlement, y compris parfois d'accusations de harcèlement qui sont en réalité des fausses accusations pour harceler quelqu'un. Il y avait quelque chose euh,
de très, très complexe. Et je me suis intéressée à cette banalité du mal, mais du point de vue de la psychologie, du point de vue des ressorts, des processus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se taisent, par exemple, donc ils autorisent, ils deviennent complices. Hein. Donc j'avais établi une cartographie, il y avait les complices passifs, les complices actifs, il y avait des rôles très rigidifiés. Et puis petit à petit, évidemment, je continuais ma compréhension dans mes études de philosophie politique. J'avais travaillé à la Sorbonne sur la maladie de civilisation chez Nietzsche. Donc forcément, du micro au macro, je suis rapidement passée dans ces analyses. C'est-à-dire que moi, je ne pratique pas une psychologie individualiste. L'individu n'est jamais, euh, comment dire, il n'est jamais dissocié de son contexte, de son histoire, du groupe Mhm. d'appartenance, de ses identifications. Donc tout ça me paraissait faire sens. Et puis en 2020, en 2020, j'ai vu les mécanismes que j'étudiais jusqu'alors à l'échelle de groupes, d'institutions et d'entreprises, eh bien, être employés sur l'ensemble des populations mondiales. Ouais, Donc j'ai pris la parole. Voilà. ouais. 2020 a comme concrétisé ou mis en évidence le fruit de votre travail sur lequel vous aviez étudié pendant tant d'années. Oui, j'ai pris la parole, j'ai analysé, en fait, comme je le faisais dans mes enquêtes en entreprise, ce qui se passait du point de vue des processus, du point de vue du langage, du point de vue, voilà, des mécanismes de soumission employés sur les populations. Mhm. Et donc, j'ai offert rapidement ce travail. Et puis ensuite, ça a donné, bien évidemment, ce livre qui, pour moi, en tout cas, est majeur, Psychopathologie du totalitarisme, Ouais. qui d'ailleurs va paraître aux États-Unis, va paraître en Espagne, et voilà, dans d'autres pays Mhm. je considère vraiment que c'est l'aboutissement de toutes mes recherches. Absolument. Qu'est-ce que la psychopathologie du pouvoir et comment ce concept aide-t-il à lire notre époque aujourd'hui? Alors, la psychopathologie, c'est une discipline interne à la psychologie. En psychologie, on a en réalité plein de spécialisations. Donc, selon qu'on on va étudier la psychologie comportementale ou voilà, la psychologie cognitive, on n'est pas du tout dans la même approche qu'en psychopathologie. Donc, la psychopathologie, c'était ma spécialisation, parce que j'ai un doctorat de psychopathologie. Mhm. Et c'est l'étude des processus psychiques. C'est-à-dire, on ne va pas catégoriser des individus, etc. On va essayer de comprendre comment ça marche. Comment ça fonctionne un délire, puisque là, c'était pour le coup mon doctorat. Comment ça fonctionne à l'intérieur de la tête de la personne? Quelle est la nature du langage employé? Mhm. Comment ça se contamine aussi, puisque c'était l'un de mes cœurs de spécialisation, c'était l'étude de la psychose paranoïaque. Donc, on savait qu'elle était contagieuse, hein, Ouais. on avait parlé de délire à deux, etc., mais jamais on avait réellement analysé ces mécanismes de contagion. Et ça m'intéressait vraiment au plus haut point, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, quand on va parler de délire de masse ou voilà d'autres types de délire, eh bien, pour moi, il s'agit de comprendre, pas seulement de dire, ah, c'est une pandémie de peur, c'est comment ça marche, comment je me laisse corrompre et entrer, et comment j'entre dans un délire Mhm. euh, sans m'en rendre compte, en fait. Et qu'est-ce que c'est que la nature d'un délire? Et donc, la psychopathologie, elle étudie ces mécanismes, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif. J'avais déjà donc créé la psychopathologie d'entreprise, justement, à travers mes enquêtes. C'était une approche tout à fait singulière Ouais. à l'époque. Et il m'est venu tout naturellement de créer la psychopathologie du totalitarisme, c'est-à-dire, c'est à la fois c'est à la croisée de l'étude des processus psychiques, de la philosophie politique et aussi de la philosophie du droit et presque aussi de la métaphysique, puisque l'idée, c'est qu'est-ce qui est attaqué, par exemple, quand on est dans un système totalitaire, c'est bien sûr l'âme humaine, c'est bien sûr la vie intime du sujet. Donc, comment tout ceci fonctionne. Et j'aime aller au fond des choses, j'aime investiguer et Mhm. aller jusqu'au plus près des mécanismes les plus subtils qui sont en réalité les plus importants. J'ai envie de vous poser la question suivante parce que je trouve ça fascinant de la façon dont vous le décrivez. Comment un individu peut s'apercevoir qu'on essaie de le manipuler ou qu'on contrôle un narratif ou on contrôle une population à entrer dans un certain narratif versus, par exemple, un individu qui s'en rend pas compte, puis rentre et suit la masse? Oui. Alors,
c'est une question complexe. J'y avais déjà répondu lors des enquêtes de Rainer Fulmich, hein, pour le grand juriste, c'était une question qu'il m'avait posée. Euh, il faut comprendre que le totalitarisme cherche à fabriquer l'individu de masse. Et l'individu de masse, c'est quoi? C'est un individu qui n'a plus d'esprit critique, Mhm. qui a perdu à la fois ses facultés rationnelles, mais également ses facultés émotionnelles. C'est-à-dire qu'il se laisse imposer ses émotions de l'extérieur. Si on lui agite un chiffon de peur, il éprouve de la peur. Si on lui dit, si tu dois éprouver de l'empathie, il va éprouver de l'empathie. Donc il Ouais. n'a plus, il est dépossédé. Donc la question, c'est comment se laisse-t-on déposséder? Et il y a beaucoup d'axes à travailler en parallèle, mais le premier me ramène à la philosophie socratique, c'est-à-dire que les individus qui se laissent déposséder sont d'abord des individus qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc ils Mhm. n'ont pas accès à leur intériorité pour tout simplement sentir que là, ce ne sont pas leurs émotions, qu'elles sont imposées de l'extérieur, puisqu'on manipule, ça c'est assez connu, et je l'avais fait ressortir aux émotions. Bon, Aristote disait de crainte et de pitié, mais de peur, d'empathie, c'est la même chose, hein, Mhm. c'est comme ça et de culpabilisation, qui est un prolongement de l'empathie, on l'a vu pendant le Covid, Ouais. mais aussi on manipule en attaquant la rationalité. Et donc, il faut euh, si vous voulez, j'ai oublié de préciser que dans mon parcours d'humanité, je suis d'abord professeure de lettres classiques, de latin et de grec, et que ça m'a énormément aidé en réalité dans mes études, dans ma compréhension de la psychopathologie, etc., de connaître ces civilisations Ouais. euh, antérieures. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire société, les Grecs anciens disaient qu'il fallait deux choses. Il fallait la rationalité, c'est-à-dire qu'on va s'accorder en commun que lorsque nous discutons, si nous ne sommes pas d'accord, nous avons un horizon qui est le même, c'est-à-dire la recherche de la vérité, Mhm. qui n'est pas relative, et euh, la recherche des arguments les plus solides. C'est-à-dire que si nous sommes d'accord là-dessus, moi je suis prête à abandonner mes arguments sans problème si vous m'apportez des arguments qui sont plus solides que les miens, parce que Ouais. ce sera même très satisfaisant pour moi. Donc ça, c'est le premier point pour faire société ensemble. Et pour les Grecs anciens, le deuxième point, c'était ce qu'ils appelaient la philia, c'est-à-dire une bienveillance, Mhm. une hospitalité, un amour de l'autre. Et bien évidemment, ce qui se passe dans le totalitarisme, c'est que ce sont ces deux fonctions qui sont attaquées, la philia et la rationalité. Donc, il s'agit de fabriquer la haine chez l'individu. La haine, elle se fabrique à partir de la peur. C'est au fur et à mesure des peurs que je peux éprouver, je finis par haïr celui qui Ouais. m'est désigné comme étant mon persécuteur. Et ensuite, l'attaque de la rationalité. Et l'attaque de la rationalité, elle se fait à travers la langue. Et c'est aussi là que m'ont aidé énormément Mhm. mes études de lettres classiques parce que il y a des règles, il y a des lois dans la langue, dans la logique, par exemple, quelque chose que tout le monde peut comprendre. Je ne peux pas affirmer une chose et son contraire à la fois. Mhm. Quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire le noir est noir et le noir est blanc. Il y a quelque chose où ça ne peut pas fonctionner. Or, nous sommes manipulés à toutes ces contradictions permanentes qui sont infusées, ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Et j'ai essayé de décrypter comment ça s'était passé, par exemple, pendant le Covid et comment ça se passe dans différentes idéologies. Puisqu'on va parler des enfants, Oui. exactement ce qui se passe, en fait. Et ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire, là encore, je reviens à la Grèce antique, hein, ce qui n'est pas rationnel, la possibilité de pouvoir prouver à la fois que le juste est juste et que le juste est injuste, ça Mhm. s'appelle un sophisme. Oui. Voilà. En tant que clinicienne, que percevez-vous, Ariane Billerand, du monde contemporain, une société malade ou une humanité en quête de guérison? Euh, En tant que clinicienne, et peut-être après je répondrai aussi en tant que philosophe, en tant que clinicienne, je perçois une société totalement malade. Oui, c'est-à-dire prise dans ce que j'ai appelé un délire paranoïaque. Ce délire paranoïaque correspond à quelque chose de très précis que j'ai décrit dans un livre qui est adressé aux professionnels, mais que le grand public peut se procurer aussi. Vous sautez simplement les passages un peu complexes, qui s'appelle Psychopathologie de la paranoïa, qui en Ouais. a sa troisième édition. Et il Wow. faut comprendre comment fonctionne ce délire. Et ce délire, il est contagieux. Et comment fonctionne cette contagion? Ça, c'était le cœur de mon travail. Personne ne l'avait fait auparavant. Et simplement, j'ai évolué d'ailleurs entre les années 2010, où je travaillais déjà sur le sujet, et maintenant. Et donc,
de manière très subtile qu'est-ce que c'est que cette contagion, que je relie en particulier au traumatisme, comment ça fonctionne, et comment, en définitive, ensuite, la personne euh, est susceptible d'avaler une idéologie, c'est-à-dire une croyance qu'elle n'examine pas, qui est même irrationnelle, et de s'en faire euh, presque un soutien fanatique Hmm. et qui la rassure. Voilà. Et donc, il y a cette dimension. Donc, je pense que nous sommes dans une société très malade. Et après, au niveau philosophique, je dirais que nous sommes dans une société très malade parce qu'elle est très matérialiste et que Hmm. nous avons complètement oublié que nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qui caractérise un être humain? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, etc., Ouais. avec toujours une dépréciation. C'est-à-dire que nous serions inférieurs à la machine, nous serions, euh, voilà, nous n'aurions pas les aptitudes. Donc, il va falloir bien sûr qu'on se fasse greffer. Donc, c'est un contresens majeur sur ce que c'est qu'un être humain. Ouais. Et un être humain, donc je reviens encore une fois à mes sources antiques. On peut bien sûr parler du christianisme, mais avant le christianisme, il y avait une continuité, c'est-à-dire que la charité, c'est déjà une vertu chez les Grecs anciens, hein. L'âme, et j'ai déjà expliqué comment est-ce possible que nous ayons rayé complètement la métaphysique, c'est-à-dire que maintenant, si un être humain, c'est simplement un instrument de productivité capitaliste, eh bien c'est sûr que nous sommes inférieurs à la machine, hein. Ça, il Ouais. y a aucun... Ouais. Voilà, il y a un contresens fondamental. Absolument. Donc il faut revenir sur ce qui est sacré chez nous. Mm. Tout à fait. Votre regard clinique a révélé les pathologies du pouvoir, mais dans votre dernier livre, vous touchez à un tabou absolu, la perversion du lien sacré entre l'enfant et le monde adulte. Vous avez notamment, d'ailleurs, intitulé votre livre Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Pourquoi ce titre? Alors ce titre, c'est mon collègue Régis Bruno qui l'a trouvé. Euh, En réalité, je n'avais pas du tout envie d'écrire ce livre parce que déjà en 2017, j'avais écrit L'imposture des droits sexuels et je m'étais heurtée dans quelque chose. Je m'attendais à avoir des oppositions, mais je ne m'attendais pas à en avoir autant et de manière aussi sournoise, cynique. Par exemple, les innombrables campagnes de calomnie que je subis en permanence de la part de gens dont il me semblait qu'il devrait être de mon côté. Donc, j'ai commencé à beaucoup m'interloquer et j'ai fait beaucoup de recherches. Mhm. Et puis après, je me suis rendu compte que, ben, il y avait aussi beaucoup d'agents qui sont là et qui sont, au fur et à mesure hein, des années, des éléments que je récupérais, qui sont là pour faire semblant de, c'est ce que disait Lénine, hein, on fabrique notre propre opposition. Et donc, c'est exactement le cas pour la sexualisation des enfants. Et c'est très compliqué. Donc, le sexe n'est pas un jeu d'enfant, c'est Régis Bruno qui l'a trouvé. C'est un très excellent titre. Et c'est lui qui m'a persuadée d'écrire ce livre en me disant, Ariane, il faut absolument maintenant qu'on mette toutes nos connaissances au service du grand public parce que Ouais. bah, nous avons la responsabilité de le faire. C'est-à-dire pas seulement dénoncer comme je l'avais fait, ce n'est pas seulement un livre qui dénonce les textes de l'OMS, l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité et puis tout ce qui s'ensuit, mais c'est un livre qui rappelle les fondamentaux du corpus de connaissances que nous avons en psychologie du Mhm. développement de l'enfant. Et ça, c'est très important parce qu'il faut connaître comment fonctionne un enfant, quel est son psychisme, qui est très différent du psychisme adulte, pour Ouais. savoir comment nous devons le protéger. Et donc, ce livre apporte énormément, y compris en matière de prévention. Ouais. Et donc, il y a un aspect, on va dire, plus positif que simplement la dénonciation. Ouais. Mais il est un fait qu'il est absolument évincé, là encore, je reviens à l'histoire de la rationalité, nous ne rencontrons personne avec qui débattre de nos arguments. Hmm. C'est-à-dire que, un, on ne nous invite pas, alors que nous sommes plusieurs professionnels. Il n'y a pas que Ouais. Régis Bruno et moi, nous avons énormément de professionnels en réalité. Ma première professionnalisation, elle est en psychologie de l'enfant. J'ai enseigné pendant des années le développement psychique de l'enfant. Enfin, donc, je sais très bien de quoi il en retourne. J'ai reçu Hmm. plein d'enfants dans mon cabinet, etc. Mais aussi, donc, tous ces professionnels qui soient experts judiciaires. Donc, on nous met au banc, comme le fait l'OMS, c'est-à-dire que personne Ouais. n'est disposé à nous entendre et à entendre nos alertes. Et il n'y a pas, donc, on n'a pas de controverse. Hmm. Euh, Voilà. Vous affirmez, Ariane Millerand, que l'enfant n'a pas de sexualité au sens adulte du terme.
Pourquoi ce principe fondamental est-il aujourd'hui tant attaqué? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre. Alors, premièrement, d'abord, je voudrais préciser pour nos auditeurs, que ce soit clair pour tout le monde, nous, on affirme vraiment que l'enfant n'a pas encore de sexualité et que c'est autre chose qui se passe dans le Hmm. psychisme de l'enfant. Et que cette autre chose, il est très important de ne pas faire de l'adultification, c'est-à-dire de Oui. projeter sur l'enfant un fonctionnement adulte, parce que précisément notre devoir d'adulte, c'est de protéger les enfants de la violence du monde adulte. Et pour un enfant, la sexualité adulte, c'est quelque chose de violent. Voilà, c'est quelque chose de traumatique. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, tout le corpus de la psychologie de l'enfant le dit. Mais même, je reviens à mes humanités, même Quintilien, qui est un Romain enfin, qui a écrit des traités de rhétorique au 1er siècle après Jésus-Christ, et explique bien qu'il ne faut surtout jamais attenter à la pudeur d'un enfant parce qu'on l'empêchera euh, de, de- de parvenir à développer euh, ses facultés d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi de l'expérience. Hmm. Enfin, je veux dire, on le voit très bien. Donc nous revenons là-dessus, c'est-à-dire que nous, ce que nous expliquons, c'est que pour l'enfant, ce qui se passe dans le psychisme de l'enfant n'est certainement pas une curiosité sexuelle, mais une curiosité sur ses origines, ce qu'on appelle la sexuation, c'est-à-dire aussi est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon? Ce sont des questions identitaires, mais aussi d'où je viens. Et donc, il est très important, il y a toute une construction imaginaire, puisque l'enfant fonctionne beaucoup, en tout cas dans la première enfance, par la pensée magique. Ensuite, on a ce qu'on appelle la période de latence, où il ne faut surtout rien amener de la sphère pulsionnelle parce que c'est une sphère, un âge, entre on va dire 6-7 et le début de l'adolescence, où il faut au contraire renforcer ce qu'on appelle les processus secondaires, raison pour laquelle euh, les enseignants, donc milieu que je connais très bien, depuis la nuit des temps, en école élémentaire, enseignent la grammaire, toutes les fonctions rationnelles en fait, de l'esprit, de manière à donner des remparts pour que lorsque la pulsion effectivement hormonale sexuelle arrive à l'adolescence, eh bien, l'enfant est acquis de la maîtrise. Parce qu'en réalité, on voit bien ici qu'à chaque fois qu'il s'agit d'encourager, de sexualiser les gens, que ce soit d'ailleurs les adultes ou les enfants, eh bien, on arrive à des gens qui perdent toute maîtrise d'eux-mêmes et deviennent addicts, voilà, obsédés, etc. Donc, ce n'est Oui. pas comme ça qu'on va faire société. Donc, Non. on explique tout ça et on explique aussi qu'il y a une volonté politique, ça je l'avais déjà expliqué dans mon livre L'imposture des droits sexuels, je l'avais démontré plus exactement, de lobby, de lobby notamment pédocriminels, mais aussi d'une industrie capitaliste qui n'a absolument rien à faire du sujet humain et à qui il s'agit de vendre. Hmm. Donc, on voit bien aujourd'hui, on a entendu que ChatGPT, voilà, enfin, en tout cas les intelligences artificielles maintenant ouvraient donc à l'exploration de tous nos fantasmes, permettent de répondre à tous nos fantasmes Hmm. sexuels, ce qui va créer des dommages psychiques considérables, parce que le fantasme, précisément, a une fonction psychique et qui n'est pas nécessairement celle d'être réalisée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça s'adresse maintenant, il y en a beaucoup qui s'adressent aux enfants. Oui. Donc, on est dans quelque chose où on a perdu toute connaissance psychique de l'enfant, toute barrière morale, et aussi, et les barrières morales, c'est important, Hmm. parce que c'est ce qui nous permet de fonctionner en société. Oui. C'est- Je veux dire, c'est évident. Et donc, il y a un endommagement considérable euh, que nous expliquons et qui entrave en réalité les apprentissages et crée du traumatisme lourd Oui. chez les enfants. Oui. Voilà. Tout à fait. Et Ariane Bilran, évidemment, on pousse une idéologie. C'est loin d'être de la pédagogie dans nos écoles. On pousse actuellement, aujourd'hui, une idéologie. Qu'entendez-vous concrètement par le terme sexualisation de l'enfance? Puis quels signes concrets voyez-vous dans nos écoles et nos médias aujourd'hui? Alors, la sexualisation, je pense que c'est important de le dire, elle ne concerne pas que les écoles. Il y a évidemment des programmes qui sont poussés, etc., mais elle concerne aussi la publicité, tout ce qui va être même des messages subliminaux, etc. Nous sommes dans une société ultra sexualisée. Euh, Adolf Huxley ne disait pas du tout autre chose dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que c'est une excellente façon d'obtenir une soumission des gens, de les occuper à satisfaire en permanence, à être obsédés sur la question sexuelle. Donc ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, la sexualisation, c'est encore une fois apporter des éléments de sexualité. Donc, je vais prendre des exemples concrets qu'on m'a donnés et qu'on m'a démontrés. Par exemple, exhiber différents types de sexe en photo à des ados, pré-ados. Je rappelle que ça reste des enfants, hein, ils n'ont pas terminé leur construction psychique. Et même pour des adultes, nous ne sommes pas nécessairement, n'avons pas forcément envie de voir des photos de sexe excisé. Je pense que c'est un peu Oui, traumatique pour tout le monde. Il y a absolument. aussi la partie démontrée. euh, euh, par des images que c'est qu'un accouchement. Donc il y a aussi j'ai des témoignages d'enfants, d'adolescents qui sont complètement traumatisés par cette affaire, hein. Mm. Il y a aussi, parce que c'est très traumatique, et puis il y a le fait que les adultes se permettent de venir initier les enfants à des questions sexuelles qui ne sont pas de leur âge. D'ailleurs, c'est explicitement marqué dans les textes, hein. Il faut anticiper. Donc, en fait, il faut précisément venir créer du traumatisme donc, qui ne sont pas de leur âge, mais également l'enfant n'a pas à être initié par qui que ce soit du monde des adultes, parce que là, on est dans de la corruption de mineurs. Ouais. Donc, ce qu'on a fait aussi avec notre équipe de professionnels tout à fait censurés, calomniés, etc., c'est que nous travaillons. Il faut savoir aussi que nous avons des experts judiciaires, moi aussi, et donc spécialisés dans le trauma sexuel infantile. Régis Bruno a fait des expertises toute sa vie. Donc nous avons Mhm. rencontré des pédophiles, on sait comment ils parlent, on sait ce qu'ils disent, on sait ce qu'ils projettent sur les enfants. Donc nous avons cette connaissance et nous travaillons avec des professionnels du droit. Et donc, dès qu'on creuse cette affaire, on se rend compte que l'édifice est illégal. C'est-à-dire que cette idéologie qu'on nous assène comme étant obligatoire, en réalité, contrevient à la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'il s'agit à chaque fois d'évincer les parents de leur rôle Ouais. de protecteur de l'enfant et de choix d'instruction, mais également contrevient par différentes méthodes de séduction perverse des enfants. Et on sait que ce n'est pas seulement la question de la nature des professionnels qui viennent, mais aussi qu'il y a beaucoup d'associations euh, totalement idéologisées qui viennent et idéologisées, par exemple, qui, elles, vont dire l'inverse de ce que nous disons. Régis Bruno, il dit souvent que voilà, le fait de dire que l'enfant a une sexualité, c'est une projection adulte, mais une projection, c'est un discours qu'il n'a cessé d'entendre de la part des pédophiles dans ses expertises judiciaires. Il n'est pas le Mhm. seul. Mhm. Donc c'est un discours dangereux. C'est un mélange, c'est une confusion. C'est très, très dangereux comme discours. Or, ces associations qui interviennent ici ou là, et je rappelle que ce qu'on appelle les droits sexuels ou l'éducation sexuelle, ce n'est pas du tout réservé aux écoles. Je le dis depuis longtemps. C'est, dans le projet en tout cas, réservé à tous les lieux de socialisation des enfants. Mhm. Donc, j'ai écrit plusieurs articles que les gens pourront retrouver aussi sur mon site, sur le totalitarisme sexuel, le fait que ce traumatisme précoce, cette banalisation de la sexualité, parce qu'après on pourrait aussi parler pendant des heures de la conception de la sexualité qu'ont ces instances et, euh, et c'est différent, qui est une conception mécaniste, qui est une conception sans amour, qui est une conception sans sentiment, enfin, et donc encore une fois très matérialiste. On revient à notre affaire, et il faut bien comprendre que nous, on a écrit ce livre aussi pour que les parents puissent être très attentifs à ce qui se passe pour leurs enfants. J'ai beaucoup de témoignages et il y a même des écrits qui corroborent cette affaire où des adultes disent aux enfants de ne pas en parler à leurs parents, Ouais, c'est de ce incroyable qui se ça. passe en cours, etc. Donc c'est extrêmement grave. Et donc nous sommes, enfin, nous faisons ce que nous pouvons pour ce cri d'alerte, Ouais, mais il faut bien comprendre que les dommages psychiques peuvent être extrêmement graves ouais. et à long terme. Et d'ailleurs, j'ai des jeunes gens qui me contactent, qui ont 20 ans, etc., et qui me disent que ça les a traumatisés. Ils n'arrivent plus à avoir une sexualité normale depuis qu'ils ont eu ces cours. C'est assez alarmant, Ariane Bilran. Justement, ça m'emmène à vous poser la question suivante. Est-ce que on est en train, dans nos écoles, d'emmener cette hypersexualisation-là chez nos enfants ou à nos enfants afin de les désensibiliser face à une sexualité pour amener un certain consentement de leur part pour justifier la pédophilie?
Oui, mais je le pense. Je sais pas que je le pense, même je le démontre. Je démontre qu'il y a des lobbies qui sont d'ailleurs, je sais très bien les représailles que j'ai eues, donc ça m'a permis de Ouais, confirmer hein, ce point. Il y a des lobbies qui sont là pour militer pour la dépénalisation de la pédophilie. Et puis derrière, on peut avancer encore sur des éléments bien plus graves. C'est donc les idéologies concernant les trans. Encore une fois, pour des adultes, ils font absolument ce qu'ils veulent, c'est pas la question. Mais pour des enfants, il y a un endoctrinement idéologique à des périodes où l'enfant est extrêmement fragile, n'a pas du tout encore construit son identité justement sexuée, c'est-à-dire je suis un garçon ou je suis une fille, qui est un processus extrêmement important ouais, dans la construction de l'enfant. Et donc on amène ces questions-là. La perversion va jusqu'à endoctriner les enfants, donc après qu'ils peuvent choisir leur prénom, etc. Donc on est en train de faire un abus de pouvoir considérable et et on oblige les parents à subir tout ça jusqu'à l'opération, c'est-à-dire jusqu'à des mutilations irréversibles. hmm, Et je crois qu'il faut le comprendre, ça, c'est-à-dire que c'est en cours. Là, on peut fermer les yeux, on peut dire je ne veux pas le voir, je ne veux pas le savoir, mais c'est en cours. ouais. Vous parlez de, vous parlez d'un monde qui parle de liberté, mais vous parlez de perversion de la liberté. Quelle est la différence essentiellement? Alors ça, c'est une question philosophique. La liberté, ce n'est certainement pas de faire tout ce que je veux. Parce que si je fais tout ce que je veux, je suis en réalité pris dans des pulsions tyranniques. Donc là, c'est une étape Hmm, d'ailleurs dans la construction psychologique de l'enfant, hein. C'est-à-dire, la liberté, c'est au contraire acquérir la maîtrise de soi. Comme disait Emmanuel Kant, l'autonomie, c'est-à-dire l'aptitude à forger soi-même ses propres lois et donc à dominer cette part pulsionnelle qui est en nous. Qu'est-ce que c'est que cette part pulsionnelle? Les gens vont tout à fait le comprendre. On le voit très bien, nous l'avons tous traversé en tant qu'enfant. C'est je ne supporte pas la frustration, je ne supporte pas qu'on me dise non et donc je fais un caprice ou je me roule par terre, etc. ouais, C'est ça. Et donc, ou eh bien, je convoite le jouet du voisin et je vais aller lui prendre. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. hmm, Et nous avons cette part en nous. Et l'éducation, c'est précisément conduire hors de l'état de pulsion premier, qui est ça, je fais ce que je veux quand je veux, c'est justement dans la bienveillance, apprendre à l'enfant à se contenir et à ouais, essayer de développer de la discipline, de la rigueur, de la patience, de la tempérance, tout ça, de la rationalité. Petit à petit, ça se fait sur des années jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est euh, complètement à l'inverse, c'est-à-dire que toute la société marchande incite à la satisfaction première de toutes nos pulsions. Donc nous fait hmm, régresser. C'est un concept que j'ai créé, la régression psychique, justement, on nous fait régresser dans des moments avant la rationalité, ouais, avant l'aptitude à se maîtriser. Donc on ne peut pas faire société comme ça. absolument Ça pas. finira de manière catastrophique. Et ça finit, d'ailleurs on le voit de plus en plus. euh, les gens ne supportent pas une contradiction sur leurs opinions, ils ont une aptitude à discuter et à subir une contradiction. Ils ne supportent pas la moindre frustration. On voit de plus en plus de passages à l'acte violent. Tout ceci est des addictions. Tout ceci est la manifestation du fait que la Hmm, voie que nous n'est pas la bonne, hein. absolument. Vous aviez pourtant lancé l'alerte bien avant ce livre, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, dès 2017 avec l'imposture des droits sexuels. Ce que vous dénonciez alors semble aujourd'hui s'être matérialisé sous nos yeux. Mais juste le segment où on va parler ensemble de l'imposture des droits sexuels quand l'État et l'ONU reprogramment l'enfant. Comment est née, Ariane Bileran, de votre côté, votre enquête sur les droits sexuels? Eh bien, c'était en 2016 et j'ai une collègue qui m'a alertée et m'a dit, est-ce que tu peux faire une recherche sur ces droits sexuels? Parce qu'elle sait que souvent je fais des investigations et je pensais que ça allait me prendre une semaine maximum. Et puis en réalité, ça m'a pris plusieurs mois parce que j'ai découvert un univers de textes. Donc je me suis dévouée à analyser ces textes
ces textes internationaux. À ma connaissance, je suis la seule à l'avoir fait parce que Hmm. c'est un développement incroyable d'aller analyser virgule par virgule. Justement, j'ai apporté là mes aptitudes en rhétorique, donc pour débusquer les sophismes. Et je dis que les droits sexuels de l'enfant, c'est un sophisme, donc j'en fais la démonstration, c'est-à-dire c'est un faux raisonnement. On confond, les gens vont simplement le comprendre, on confond le droit qui est le droit juridique qui pose des limites à Hmm. je veux faire ce que je veux quand je veux, avec le droit à faire ce que je veux. Donc on est simplement dans l'inverse, hein. Et donc j'ai décrypté la Déclaration internationale des droits sexuels du planning familial. J'ai décrypté donc aussi un texte très important qui s'intitule Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe de l'OMS. Hmm. Et donc on m'a rétorqué, mais non, ce ne sont que des chartes consultatives, etc. Or, j'avais lu les textes, donc je savais bien que ce n'était pas du tout avisé de charte. C'était avisé de faire plier les États à cette nouvelle norme, ou plutôt ce nouveau dogme, qui est l'enfant a une sexualité dès la naissance et Hmm. nous allons l'initier. Voilà, tout simplement. Donc j'ai été très Pardonnez-moi de frappée. vous interrompre, Ariane, basé sur des recherches de Alfred Kinsey? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en 2017, à la suite de l'apparition de mon livre, donc j'ai été mise en relation avec Judith Reisman, à l'époque, donc par une dame en France qui s'appelle Farida Belgoul. Et puis, donc Judith Reisman ensuite a préfacé mon livre L'imposture des droits sexuels. Et elle avait donc professeure américaine, décrypté toute l'imposture de Kinsey, Hmm. donc cette idéologie sur laquelle s'appuie l'OMS, parce que j'ai étudié toutes les références dites scientifiques, qui sont en réalité des tautologies. Il y a évidemment une éviction complète des psychologues de l'enfant, des pédopsychiatres, etc. C'est-à-dire que nous, on compte pour rien du tout. Du point de vue de la psychologie de l'enfant, l'enfant n'a pas de psychologie, il n'a qu'une sexualité fonctionnelle. Donc c'est un Wow. petit peu ce que disent ces textes qui sont épouvantables. Et je me suis heurtée à énormément de déni quand j'ai essayé d'alerter, y compris des collègues qui maintenant en sont revenus et qui me disent tu avais raison, mais ça a été un chemin de croix. Hmm. Et je me suis heurtée à énormément de représailles, de calomnies, de choses vraiment épouvantables. On n'examinait jamais en fait la nature de ces textes. Et je me suis rendu compte à l'époque, c'était une initiation, que les médias disaient n'importe quoi. Les médias officiels disaient n'importe quoi et Hmm. ne venaient jamais s'enquérir exactement de ce que contenaient ces textes. Donc ça a été aussi, je me rappelle m'être fait la réflexion, je me dis, s'ils disent n'importe quoi comme ça sur tous les sujets, on est, on est quand même dans une situation compliquée. Ouais. Ben, on le voit aujourd'hui de toute manière, les médias mainstream ou traditionnels favorisent de plus en plus un narratif dominant. Il n'y a plus de place pour le débat public, il n'y a plus de place pour l'envers de la médaille ou le contrepoids à un narratif dominant que nous voulons imposer. Ariane Biran, comment l'UNESCO, l'ONU et l'OMS parviennent-ils à imposer leurs standards aux États? Alors c'est une excellente question. Il y a plusieurs biais. Il y a un biais d'infiltration idéologique. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, que je connais bien. Ça passe par le ministère de la Santé, qui lui-même va contractualiser ensuite avec le ministère de l'Éducation. Donc, ça ne sert absolument à rien de taper sur le ministère de l'Éducation. Ça passe d'abord par le ministère de la Santé. Et donc, puisque c'est un nouveau concept, là encore très curieux, qui s'appelle santé sexuelle, comme si la sexualité était une question de santé. La sexualité est une question de vie intime. Oui. Et ça, c'est une arnaque juridique, hein. C'est très important de le comprendre parce que ça permet de faire basculer dans d'autres champs euh, le fait que l'État se mêle de notre vie intime et de notre sexualité, ce qui est absolument totalitaire. Donc, il y a ce premier point qui est une infiltration idéologique, c'est-à-dire qu'on va reprendre des termes, on va reprendre des phrases et parfois même on ne va pas citer les sources. Hmm. Mais en réalité, on est sur la même idéologie. Et puis ensuite, j'ai rencontré cette fabuleuse avocate qui est maître Virginie Darojo-Recchia, qui, parce que je me posais la question depuis des années, depuis 2017, j'avais lu les textes et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui disait que les États, les lois des États allaient devoir se plier à l'OMS. Et je me disais, mais comment vont-ils faire? Oui. Et donc, je connaissais beaucoup de juristes, de juges, par voilà aussi mon métier psychologue, donc j'en ai contacté beaucoup, mais personne n'a voulu faire cette recherche. C'était vraiment quelque chose de trop sulfureux. Et j'avais besoin Wow. de comprendre.
J'avais besoin de comprendre parce que je ne suis pas juriste. Comment va se faire cette opération? Et donc, j'ai organisé un colloque le 13 mai 2023 à Paris sur la dérive totalitaire sur les enfants, que les auditeurs peuvent voir en ligne sur ma chaîne YouTube, donc avec Virginie Darrojo-Recchia, donc avocate, Hmm. Régis Bruno, d'autres collègues, Amandine Lafargue, Karine Bayeux, c'est Karina Terki, donc psychologue. Et nous avons expliqué, et Virginie Darrojo-Recchia a accepté de travailler pendant des mois avant ce colloque pour comprendre comment allait se faire cette passation, et elle nous l'a expliqué ce Mhm. jour-là. Vraiment, je recommande ces travaux, c'est-à-dire que il suffit, il suffit de changer la coutume des gens. C'est-à-dire qu'il faut donc d'abord que les enfants aient des conduites sexualisées. Donc, comment un enfant va-t-il avoir des conduites sexualisées? Pour nous, il faut le rappeler, en expertise judiciaire, si un enfant a des conduites sexualisées, ce n'est pas normal. Hein, s'il se masturbe en public, s'il s'exhibe, s'il se déshabille, etc. Il y a quelque chose, s'il vient séduire l'adulte, c'est qu'il a été Ouais, abusé, d'une ouais. manière ou d'une autre. Donc nous, on va essayer de comprendre d'où vient cette attitude. Maintenant, si tous les enfants subissent cette sexualisation précoce, ils vont tous avoir, et on a de plus en plus de cas, des histoires de fellation dans les toilettes, des trucs hallucinants qu'on n'entendait jamais avant, parce qu'il y avait une protection de l'enfance. Maintenant, il faut comprendre que l'enfant, d'abord, il apprend par imitation. Donc si on lui amène le cours, eh ben, il va imiter. Et il va imiter ce qu'on lui a enseigné en cours sur sa petite sœur, sur son petit frère, etc. Donc c'est Pas une possible. incitation. C'est une incitation, en fait, au crime sexuel. Et donc, Hmm. euh, une fois que tous les enfants présenteront des attitudes sexualisées, si les adultes n'ont pas déposé des plaintes pour dire ce n'est pas normal, eh bien, il suffira ensuite, le législateur sera obligé de dire, bah écoutez, aujourd'hui c'est comme ça, les enfants ont une sexualité. Ah, vous avez eu votre cours sur le consentement, donc vous savez bien hein, qu'il fallait dire non quand si vous n'étiez pas consentant. Donc là, c'est délirant. C'est-à-dire qu'on fait comme si une victime, elle a la possibilité de dire non. Ouais. Mais d'abord, il y a la sidération traumatique. Donc on est sidéré, on ne peut pas dire non. Mais imaginons un enfant face à un adulte. A-t-il la possibilité de dire non, je ne suis pas consentant? Et on est chez les fous. Mais ouais, Je suis désolée, on est chez les fous. absolument. Alors, Euh, euh, voilà, c'est vrai que nous sommes minoritaires et on le comprend très bien parce qu'on subit des représailles incroyables. Et puis aussi qu'il y a une banalisation, hein, il y a aussi tous les phénomènes manipulateurs de la fenêtre d'Overton. Hein, donc petit à petit, on habitue les gens à penser que c'est normal, que c'est la science, hein, les enfants ils ont une sexualité, etc. Donc c'est très très dur de tenir le gouvernail, mais nous le tenons. Donc voilà. Ben, là-dessus, Ariane Biloran, je vous dirais, sommes-nous réellement minoritaires ou il y a juste la majorité silencieuse qui a décidé de demeurer silencieuse justement et non pas à monter aux barricades pour s'objecter avec toutes les lois totalitaires et tout ce qui est en train d'être intégré dans notre climat social aujourd'hui. Donc, c'est peut-être une minorité justement qui tente de faire basculer le baromètre sur l'autre côté et les gens, parce que je ne peux pas concevoir que des parents, en toute connaissance de cause, laisseraient ce genre d'éducation arriver à leur enfant où ils seraient dans une hypersexualisation, comme je l'ai dit tantôt, pour amener une désensibilisation face à une sexualité, pour amener un certain consentement, pour justifier éventuellement la pédophilie. Il me semble que c'est insensé de penser... Oui, c'est insensé, mais nous ne devons pas ignorer le poids du conformisme et le poids de l'idéologie. C'est-à-dire que hein, je crois que c'était Goebbels hein, qui disait à force de répéter, 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 mais ça rentre Oh, dans l'esprit des gens. absolument. Et j'ai par exemple des parents d'ailleurs, qui venaient du Québec, qui un jour m'ont contacté, mais ça fait des années, hein, c'était après mon livre de 2017, en me disant, des parents d'autistes, parce qu'il faut bien savoir que toutes ces expérimentations ont d'abord été faites sur les enfants vulnérables. Ouais. Hein, bon, voilà. Et me disait, bah, en fait, on a compris avec votre livre que nous, on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on masturbe notre enfant, et on a compris qu'on était en train de l'abîmer. Parce que il faut d'abord avoir un minimum de connaissances, et puis souvent, on doute et on se dit que, hein, on l'a vu pendant le Covid, hein, que nous sommes inférieurs à tous ces grands scientifiques avec un S Hmm. majuscule, hein, qu'on nous présente comme des experts, alors que la plupart n'en sont pas du sujet sur lesquels ils sont présentés comme experts. Ouais. On a les mêmes hein, en France chez ceux qui cherchent à faire accepter l'éducation sexuelle tout en faisant semblant de la combattre. On a plein de gens qui en fait ne sont absolument pas experts de leur sujet et viennent créer cette opposition en réalité contrôlée en disant qu'il faut faire des concessions. Hmm.
bien nous, on sait qu'on ne peut pas faire de concessions avec la perversion. Si on fait des concessions avec la perversion, on a perdu la bataille. Voilà. Absolument. Vous y avez répondu, mais concrètement, l'école devient-elle, selon vous, un laboratoire mondial pour tester la reprogrammation des consciences? Oui. Oui, Ouais. oui, moi j'ai parlé de totalitarisme sexuel et je pense que ce sont des méthodes d'endoctrinement et je pense aussi que tous les parents qui n'auront pas protégé leurs enfants, qu'ils soient ignorants ou pas de ce qui se passe d'ailleurs, l'enfant va développer une haine, et ce qui sera bien légitime. Donc c'est aussi une manière de casser, comme font tous les totalitarismes, le lien entre les parents et les enfants, le lien de confiance. Donc il est d'autant plus important pour les parents de se battre pour protéger leurs enfants. Ariane Bilran, vous parlez d'une pédocratie institutionnelle. Est-ce que c'est une exagération ou une réalité observable aujourd'hui? Alors je pense que déjà, euh, quand on étudie un peu la question sérieusement, on se Mhm. rend compte qu'en réalité, eh bien, les attitudes pédophiles sont extrêmement protégées, qu'il y a des réseaux de pouvoir qui sont tout à fait, euh, comment dire, implantés et qui se protègent entre eux. De toute façon, c'est assez simple. Euh, Platon disait, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le désirent. Eh bien, aujourd'hui, on donne le pouvoir à ceux qui le désirent, et plus quelqu'un va chercher le pouvoir en général, plus déjà il va se compromettre, parce que bon, je pense que si moi demain je veux créer un parti politique, ça va pas durer longtemps, quoi. Euh, et deuxièmement, donc plus il va se compromettre, et aussi il va être tenu dans Mhm. par différents chantages, et l'une des manières de tenir, c'est bien évidemment de conduire les gens à des attitudes ou des déviances pédophiles. Ouais. Après avoir pris l'école, le pouvoir s'attaque maintenant à la pensée. On ne cherche plus à éduquer, mais à reformater les consciences. C'est la nouvelle religion du siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, plus communément, le wokisme. D'un point de vue psychopathologique, qu'est-ce que le wokisme réellement, selon vous, Ariane Bilran? C'est une idéologie, c'est plus, c'est une idéologie. Donc une idéologie, c'est une croyance qui ne correspond pas, absolument pas à une vérité ni logique ou une vérité Mhm. des faits. Et puis c'est encore une fois quelque chose, un discours qui vise à mettre l'enfant souvent au même niveau que l'adulte. Donc encore une fois, c'est un déni d'enfance. Voilà. Ouais. Et nous avons la responsabilité absolument de protéger ces générations futures. Donc, je dirais qu'il y a une attaque, c'est une double attaque. C'est comme l'attaque de la langue. Il y a une attaque qui vise à introduire, bien sûr, des idéologies et endoctriner les enfants dans ces idéologies, euh, diverses et variées, il n'y a pas que celle-là. Mais en même temps, il faut détruire. Pour pouvoir endoctriner, il faut détruire aussi. Et qu'est-ce qu'il faut détruire? L'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la grammaire, l'apprentissage des raisonnements logiques, l'apprentissage de tout ce qui va être évidemment cette rationalité qui permet de détecter qu'il s'agit d'une idéologie. Hmm. Donc une fois qu'on est pris dans une seule bulle, un seul discours, un monologue dogmatique, eh bien, on est simplement apte à être un perroquet de ce Ouais. monologue. Ouais. Ouais. Vous dites que la confusion du langage, c'est l'arme du totalitarisme moderne, pardonnez-moi. Comment cela s'exprime-t-il dans les écoles et les médias, concrètement? Alors, c'est très complexe. Je renvoie d'abord à toute l'œuvre de George Orwell, parce que je crois que Ouais. vraiment, il avait énormément compris et il nous avait transmis, en fait, une alerte. À l'œuvre de Klemperer, le philologue qui avait analysé la langue nazie. J'ai fait ce travail donc pour les droits sexuels de décryptage de la langue. Donc, on peut voir comment ça fonctionne. Et je l'ai fait aussi pour le Covid dans un livre qui s'intitule Le débat interdit. Donc, vous avez tout un chapitre sur la corruption de la langue. Alors, cette corruption de la langue, elle est très centrale et en même temps compliquée. Parce que précisément, si nous n'avons pas les bases pour comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne d'abord par une déconstruction sémantique et grammaticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va détruire le vocabulaire existant. On parlait de l'âme tout à l'heure, âme, métaphysique, ouais, c'est des mots que plus personne n'emploie, par exemple. Hmm. Donc, c'est une déconstruction, une mise au banc de certains mots qui sont jugés indésirables.
Et de la même manière sur la structure de la langue, c'est-à-dire qu'on va déconstruire, et alors là, on a des bons exemples hein, en grammaire maintenant, comment se fait l'accord de l'adjectif attribut, on ne sait plus hein, si ce sont des femmes au pluriel, si c'est un groupe où les femmes sont prédominantes, Hmm. etc. Et encore les femmes, je dis là, je parle très rapidement parce qu'en réalité, il y a une confusion délirante entre des euh, genres grammaticaux, féminin, masculin, voire neutre pour certaines langues, et la femme ou l'homme. C'est-à-dire qu'on s'identifie maintenant à des genres grammaticaux. Donc on est complètement dans une folie paranoïaque euh, qui, qui, qui est dangereuse. Donc il y a une déconstruction de la grammaire. On le voit aussi, cette déconstruction, par Ouais. exemple en France, la destruction du passé simple. Donc là encore, on va mettre de côté des apprentissages qui nous coupent des œuvres d'esprit de nos prédécesseurs qui Mhm. étaient des lectures pour nous, hein. C'était quand même important. Donc on n'arrête plus à les lire, tout simplement, si on n'a pas ces prérequis. Et ensuite, on a une reconstruction Hmm. délirante de la langue. Et là, c'est une infiltration par cheval de Troie. Donc j'expliquais ces mécanismes que j'ai analysés, c'est-à-dire les slogans, le vocabulaire technique. Alors on a eu le vocabulaire technique, j'avais relevé pendant le Covid une soixantaine de mots qui ne font pas partie du vocabulaire courant, que nous ne maîtrisons pas, voilà, qui sont une mécanicisation aussi du vivant, Comme comme par disait. exemple, Oh, ben, qu'est-ce qu'on avait dans le... ben, déjà, on a eu des termes paradoxaux comme le malade asymptomatique, c'était quelque chose... ouais, Mais, voyez, test PCR, toute cette sémiologie, en fait, hein, ouais. ça pénètre le cerveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est... Et là, aujourd'hui, on a la même chose avec l'intelligence artificielle. Genre, mais l'autre fois, j'ai essayé d'écouter une vidéo, et il y avait la moitié des mots, je ne les comprenais pas. Donc, ça veut dire que... Non, mais vous voyez, ça veut dire Ouais. que c'est une pénétration intentionnelle euh, de notre langue qui vise à modifier les représentations. Parce qu'une fois que vous avez modifié les représentations, eh bien, vous modifiez les actions des gens, tout simplement. Et introduire, par exemple, les slogans. Les slogans, on sait que ça paralyse complètement la pensée. Donc, on en a eu plein, hein. Je reste chez moi, je sauve des vies. Un exemple de slogan avec le jeu en plus, hein, donc Ouais. personnalisé. Voilà, mais on en a tout le temps. On en a dans la propagande de guerre. Et donc, moi, j'essaye d'offrir les outils Ouais. pour analyser. Hein, c'est pour ça que j'ai aussi construit un séminaire sur la manipulation. Là, donc, si les gens veulent venir y participer, j'offre les outils pour que les gens apprennent à analyser Mhm. ces évolutions, parce qu'une fois, ce que je dis, c'est que ce sont des manières de coloniser la langue. Une fois qu'on a adopté cette colonisation, eh bien, on est colonisé, on n'a plus Ouais. d'esprit critique. Par exemple, si on appelle un résistant un terroriste, Mhm. eh bien, on va le traiter comme un terroriste et non pas comme un résistant, c'est évident. Oui. On a effleuré un peu le sujet, mais j'aimerais ça si vous pouviez peut-être nous donner des exemples précis. Qu'est-ce que produit sur l'enfant le fait d'être exposé dès le plus jeune âge à ces injonctions, pardonnez-moi, de fluidité et de relativisme? Alors, il faut comprendre euh, quelque chose que dit d'ailleurs Orwell dans euh, son œuvre qui ne se réduit pas à 1984, hein, Non. c'est que le totalitarisme est une attaque de la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tout devient relatif. Donc si tout devient relatif, l'être humain aussi hein, fait partie d'une donnée relative qui peut être supprimée à n'importe quel moment, comme on le voit d'ailleurs avec, en tout cas en France, hein, les lois sur l'euthanasie, etc. Donc, Ouais. on peut se débarrasser quand on veut, en fait. Euh, la vérité, cette vérité qui doit nous construire, elle est en dehors de nous. C'est-à-dire quelque chose euh, qui, euh, euh, qui nous dépasse et auquel on doit se plier. Alors, je vais l'expliquer. On a les vérités de fait. On appelle les vérités de fait, par exemple, c'est euh, quelqu'un, il y a eu un assassinat. Mais ça, c'est une vérité de fait, on ne peut pas le contester, en fait, hein. Ouais. Donc, il va falloir le démontrer que ça ne s'est pas passé. C'est quelque chose qui est en dehors de nous Mhm. et auquel nous devons une allégeance si nous désirons vivre de manière rationnelle. Ensuite, il y a les vérités logiques. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein. On ne peut pas dire que euh, A égale A, principe de non-contradiction. On ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Or, si vous écoutez les discours des hommes politiques, aujourd'hui, c'est tout le temps ça, hein. Ils nous disent quelque chose un jour Mhm. et puis le lendemain, ils nous disent autre chose. Ensuite, et puis il y a aussi 2 et 2 font 4, hein, une vérité mathématique dans ces vérités logiques. Donc 2 et 2 font 4, font pas 5. Donc si on ne s'accorde pas sur ça, on ne va pas y arriver.
Et puis, il y a les vérités générales. Les vérités générales sont les lois, hein, les lois de la physique, les lois je sais pas, de la décomposition organique. C'est quelque chose qui est, qu'on soit d'accord ou pas, c'est là. Et donc, le totalitarisme, il vise à attaquer tout cet accès à la vérité. Et il faut savoir que chez l'enfant, ce n'est pas acquis. Mhm. C'est-à-dire que l'acquisition de la vérité, c'est-à-dire il existe une vérité sur laquelle je n'ai pas de prise, si ce n'est la chercher, enquêter sur cette vérité, mais elle est supérieure à moi. Eh bien, ça se construit au fur et à mesure du développement psychique de l'enfant. Ce n'est absolument pas là dès le départ. Ouais. Et ça suppose donc des étapes du développement psychique. J'ai construit une échelle du développement psychique que j'ai expliquée dans Psychopathologie du totalitarisme et que je réexplique dans Le sexe n'est pas un enfant, que les gens comprennent bien. On parle de l'enfant en général, mais l'enfant, c'est une grande catégorie pour décrire plein d'âges différents, Mhm. avec des apprentissages différents. Donc la première chose, c'est que la prime enfance, elle est construite sur un monde qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire je vis ma pensée comme toute puissante, hein, Mhm. qu'on voit d'ailleurs chez les adultes totalement régressés, parce qu'ils pensent très très fort qu'ils vont gagner le loto, ils vont gagner le loto, hein. C'est de la pensée magique. Euh, eh bien, c'est c'est une première étape très importante chez l'enfant et il a besoin de construire toute une pensée imaginaire. À partir du moment où on construit, on injecte ce langage paradoxal, on injecte une langue du dogme et du totalitarisme, on l'empêche de Ouais. créer sa pensée imaginaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on rencontre chez les éducateurs sexuels, c'est cette idée, il faut donner les bons mots aux enfants. Mais les enfants ne s'en sont pas là. Ils ne Non. sont pas avec les bons mots, il faut nommer le pénis, la vulve, etc. C'est quelque chose de très agressif pour eux, Ouais. très traumatique parce qu'ils ont besoin de rester dans un monde imaginaire qui les protège, Ouais. qui les protège. Ils ont besoin de développer cet imaginaire. Je donne déjà des pistes aussi pour les parents, hein, parce que c'est très important de développer l'imaginaire. Et nous savons que les écrans cassent le développement de l'imaginaire. Donc c'est très important et c'est ce qui va créer la sécurité intérieure de l'enfant. Et ensuite, l'accès à la fois, il y a une vérité, donc il y a euh, une, une- une erreur, hein, donc le vrai et le faux, Mhm. qui est une construction psychique qui se développe en même temps que le juste et l'injuste, hein, parce que pour qualifier que quelque chose soit juste, il faut d'abord que je sois en capacité de qualifier s'il est vrai ou s'il est faux. Cette chose est vraie ou si elle est fausse. Mhm. Donc ça va ensemble, hein, donc c'est pareil pour un tribunal, hein, pour qualifier euh, un meurtre, on doit d'abord savoir s'il a eu lieu, hein. Donc est-ce que voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ensuite on essaiera de déterminer si c'est juste ou si c'est injuste. Tout ça, ça se construit dans l'enfance et disons que ça arrive assez tard, ça s'inscrit assez tard dans la pensée. Et il y a besoin de prérequis pour que ça s'inscrive dans la pensée. Et l'un des prérequis que nous signalons dans notre livre, c'est bien sûr l'inscription dans son corps et le fait de se percevoir comme garçon ou fille, et non pas les deux à la fois parce que c'est du registre psychotique. Ouais. Voilà. Je trouve, euh, je trouve très très bien votre exemple de garder l'enfant dans son monde imaginaire parce que c'est comme une protection, ça le protège jusqu'à un certain point et puis tout ça. Et je trouve en même temps qu'il y a un paradoxe. D'un côté, j'ai grandi, moi, je dis pas que c'est correct ou c'est pas correct, on peut en débattre, mais le Père Noël, la fée des dents, puis je trouve qu'il y a un clash aujourd'hui social où peut-être qu'il y a encore des parents qui sont en train de dire à leurs enfants, le Père Noël va t'apporter des cadeaux, la fée des temps va te donner un montant d'argent dessous de ton oreiller, mais d'un autre côté, on expose nos enfants à une marginalisation sexuelle qui est omniprésente aujourd'hui dans nos endroits académiques. Là. Puis je trouve qu'il y a comme un clash de paradoxes qui est en train de se confronter avec le monde imaginaire pour protéger l'enfant et cette réalité dans laquelle on veut exposer l'enfant dès son jeune âge. Et je trouve que c'est un peu paradoxal quand on regarde les éléments ensemble. Et puis, on peut ajouter on parle de la sexualisation, mais aller faire des simulations d'attentats de terrorisme, comme on en a en France dans les écoles maternelles primaires, on est Ouais, également, l'enfant n'a pas du tout, apte, ouais, et même nous, nous sommes guère aptes à faire en réalité la différence, surtout, voilà, donc c'est quand même des situations qu'ils vivent comme étant vraies, donc on est en train de les traumatiser, on est inapte, on est devenu inapte à les protéger. ouais, C'est grave. Et donc, bah, on va vivre les conséquences de tout ça, hein. Il n'y a pas de magie en psychologie. C'est vrai, en psychologie, oui, euh,
on récolte toujours ce que l'on sème. Voilà. Oui, puis en même temps, on vit dans une société. Bon, vous êtes originaire de la France, nous ici au Québec, on vit dans nos deux environnements dans lesquels on a grandi. Cette laïcité qui devient de plus en plus omniprésente. Le wokisme est devenu la nouvelle forme de religion sans Dieu, et c'est cette religion-là que nous tentons d'imposer, justement. On retire la religion de nos écoles, on retire Dieu de nos écoles, mais on est en train de remplacer Dieu dans nos écoles par ce wokisme-là qui est devenu omniprésent dans le système de l'éducation. Ça m'amène à vous poser la question suivante, Ariane Bilran. Comment un enfant peut-il encore trouver un sens à sa vie dans une société qui lui enlève tout repère, toute autorité et même la notion de la vérité? Je dirais, c'est une question très compliquée. Il faut que, tout simplement, moi, ma réponse, elle est plus du côté de l'adulte, c'est-à-dire que les adultes doivent reprendre euh, leurs responsabilités et ne certainement pas céder quant à la protection des enfants et à la transmission que nous avons à leur donner. Mhm. Donc, et ce que vous dites sur la religiosité, on le constate partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement sur le wokisme, il y a aussi sur le Covid, hein. J'avais bien Ouais. relevé tous ces aspects religieux. Il y avait les 10 commandements, j'avais déjà cette religiosité, le saint vaccin, enfin, etc. Mais on a aussi sur l'intelligence dite mal nommée artificielle, on a aussi cette religiosité qui se met en place. Et si on regarde d'un point de vue psychologique, ça fait partie de la régression psychique. Mhm. C'est-à-dire que nous avons une étape avant la rationalité qui est une étape que nous avons tous traversée, qui est une étape de religiosité animiste, en fait. Mhm. Et on est en train de faire régresser tous les gens là-dedans. Donc on est très très loin du principe transcendant, hein. Ouais. Ariane Bilran, face à un diagnostic d'une civilisation malade, on le constate depuis le début de l'entrevue, on dialogue sur comment notre civilisation est devenue aujourd'hui malade. On pourrait se poser la question, reste-t-il encore un chemin et comment réapprendre aux parents, notamment, à protéger l'enfant et à aimer la vérité? Donc, ma prochaine question pour vous est la suivante. Comment redonner à l'éducation sa vraie mission, celle de former des esprits libres capables de penser par eux-mêmes aujourd'hui? C'est un combat très difficile, mais auquel nous n'avons pas le droit de renoncer. Mhm. C'est aussi simple que ça. Tout simplement parce que y renoncer, c'est évidemment renoncer à notre fonction de protecteur des enfants, mais également c'est laisser la voie libre à la catastrophe dans laquelle nous nous engouffrons d'un point de vue de civilisation. Donc, d'abord, le premier point, effectivement, c'est de se procurer notre livre. Pourquoi? Mhm. Parce que nous y expliquons très clairement pour le grand public, de manière, je crois, exhaustive, quel est le développement psychique de l'enfant, quelles sont les étapes qu'il traverse. Et c'est important de connaître ça parce que souvent, l'adulte projette quelque chose parce qu'il a oublié sa propre enfance ou il ne s'en souvient plus très exactement. Et donc, il n'a plus la maîtrise des âges, hein, des besoins à chaque âge. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans de conduire une voiture, hein, ni de faire à manger. Oui, mais bon, il y a des étapes et il y a des prérequis. Et donc, nous, on donne vraiment à la fois cette connaissance et on dit, attention, il faut faire très attention parce que aussi, comme le dit Régis Bruno régulièrement, et je valide ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire qu'on se focalise sur soi-disant la prévention des abus sexuels, ce qui est n'importe quoi, la manière dont c'est fait, Ouais. mais il y a bien d'autres risques pour les enfants, hein. Il y a les risques des accidents domestiques, il y a bien d'autres risques qu'il faut examiner. Et donc, euh, avoir à l'esprit donc réellement, qu'est-ce qui se passe du point de vue du développement psychique de l'enfant? Ce n'est pas une petite connaissance que nous avons, c'est un immense corpus. Il y Ouais. a énormément de psy de l'enfant qui ont étudié, qui ont donné, qui ont validé des conclusions, etc. Pourquoi ce corpus est-il balayé? Ce n'est pas une opinion. Ouais. C'est lié à une expérimentation de longue date, une expérimentation clinique sur notamment les névroses d'abandon, les arrachements précoces. Enfin, on a plein, plein, plein Mhm. de littérature. Donc, nous en faisons un résumé concret. Ensuite, comme je vais apporter ma petite touche personnelle, je pense qu'il est très important, aujourd'hui tout le monde est un peu perdu, et puis pour les enfants, c'est encore plus compliqué parce qu'ils sont confrontés à des mondes adultes Ouais. qui s'entrechoquent. On va dire que des parents protecteurs s'entrechoquent, par exemple,
avec une partie du monde enseignant, enfin, etc. Il n'y a plus une cohésion, donc c'est aussi très compliqué pour les parents de maintenir ça. Mais il y a des points très importants à respecter. Il faut bannir les écrans du, du monde de l'enfance, parce que l'écran, c'est un temps passif qui empêche le développement du cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, Ouais. au-delà de ce qu'on montre, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais quand même, il fait son cours d'anglais, il fait ceci, cela. Non, c'est le fait, cette vision passive Mhm. empêche la construction du cerveau. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a eu plein d'études là-dessus. Donc, on le dit, mais on le crie dans le désert, puisque de toute façon, les écoles, c'est le tout écran partout, etc. Ensuite, il y a la construction de cette sécurité intérieure par l'imaginaire. Il faut baigner les enfants dans la langue, mais dans une langue qui est leur raconter des histoires, prendre le temps avec eux, raconter des histoires qui nourrissent l'imaginaire. J'ai une collègue, Marie-Christine Grison, qui est spécialiste dans les traumas infantiles et elle a créé vraiment une méthode de reconstruction du, du tissu psychique par l'histoire, par l'accès à l'imaginaire. Donc c'est très très important. Donc leur lire des histoires, les baigner dans la langue et dans une langue qui leur donnera le vocabulaire qui leur permettra de se défendre. Parce que si on n'a pas les mots pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'on vit, on est les premiers endoctrinables venus, hein, en réalité. Donc, il y a aussi, malheureusement, je ne sais pas exactement comment c'est au Québec, mais en France, comme tout est déconstruit au niveau des enseignements, bien, ça demande une grande euh, tâche supplémentaire aux parents, hein. Moi, je veux dire, regardez, vous êtes tout à fait capable d'enseigner à lire à vos enfants. Vous êtes tout à fait capable de les Mhm. aider à construire. Et notre tâche, c'est une tâche de transmission. Moi, je suis très éprouvée par l'idée qu'il y a des œuvres, encore, mon passé et mon présent, hein, Ouais. de lettres classiques. Et il y a des œuvres qui nous sont transmises depuis presque 3000 ans qu'aujourd'hui on est en train de jeter à la poubelle parce qu'on n'a plus les accès en fait. Ouais. Donc il faut redonner cette transmission, c'est-à-dire donner aussi des modèles, des exemples, Ouais. hein. Donc il y a des exemples de vertus qui nourrissent un imaginaire, qui Mhm. nourrissent un idéal, hein. Et je crois que, bah, parce qu'on est sur votre chaîne, mais toutes les paraboles bibliques sont extrêmement importantes. Ouais. Ça nourrit quelque chose. Je veux dire, quand l'enfant il découvre l'histoire de David et Goliath, c'est quelque chose qui le nourrit. Ouais. C'est extraordinaire. Ça, ça porte son imaginaire. On peut dire la même chose aussi, hein. Euh, d'autres d'autres mythes et contes. Or, aujourd'hui, je l'ai déjà exprimé ailleurs, mais on voit que tout ce qui est proposé aux enfants en majorité, ce sont des histoires qui collent à leur vie quotidienne, hein. Mhm. Euh, Petit loup est allé au marché, il a fait ceci et cela, c'est-à-dire que ça ne développe pas du tout l'imaginaire. L'imaginaire, il faut le développer chez l'enfant, il faut Ouais. construire cette liberté intérieure qui le soutiendra plus tard. Donc, il y a un renfort de ce que j'appelle, ce que j'ai conceptualisé comme les remparts psychiques Ouais. qui nous incombe, nous adultes, et nous devons fortifier ces remparts psychiques chez les enfants pour leur donner des outils, pour se défendre face au monde de demain dans lequel ils seront immergés fatalement et, Je, je- je- lutter contre les institutions, on peut, mais je sais aussi que c'est extrêmement coûteux. ouais. Donc, il y a sans doute des chemins de traverse pour créer des antidotes, en fait, des anticorps psychiques, si je peux me Ouais. permettre Ouais. de m'exprimer ainsi, pour redonner des assises et des racines Tout à fait. à nos enfants. Ariane, vous parliez d'écran. Vous disiez un peu plus tôt de abolir l'écran de la vie de nos enfants. Puis vous avez fait le parallèle en mentionnant que l'écran, elle était devenue omniprésente, notamment dans nos écoles aujourd'hui. Selon vous, est-ce que l'écran, euh, c'est voulu, c'est délibéré qu'elle soit omniprésente dans, par exemple, la vie des enfants, dans la vie éducative des enfants, à l'école, dans le but de paralyser à quelque part la progression intellectuelle de l'enfant? Je le crois très sincèrement et puis j'appuie en fait cette opinion sur tous les travaux qui ont eu lieu avant moi. Je cite souvent
une auteure remarquable qui s'appelle Liliane Lursa, qui a écrit un livre, La destruction de l'enseignement, et elle parle de cette immersion des écrans dans la vie de tous les jours. Mais encore une fois, on peut citer Orwell, le télécran. Le télécran, c'est ce qui nous euh, est omniprésent dans nos vies pour nous Mm. empêcher de vivre nos vies et nous empêcher d'avoir des relations. Alors c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'en même temps, on est en train de se communiquer à travers l'écran. Mais mais il y a quelque chose à réfléchir du point de vue qu'on ne réfléchit pas parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire et que nous sommes toujours pris dans des précipitations, des injonctions d'aller très Ouais. vite. Mais quelle est l'utilisation pertinente? Alors, je parle pour notre psychisme. C'est très compliqué de Mm. faire la part des choses entre les images que je vois et le réel. Alors, Ouais. même pour les films, donc un enfant, s'il voit un film avec plein de sang, on a beau lui expliquer qu'il y a de la sauce tomate, ça crée du trauma. Ouais. Voyez, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est euh, nous sommes très très vulnérables du point de vue de la vision de Ouais. voilà. Donc on a à réfléchir sur le statut de l'écran. On voit bien qu'aujourd'hui, il s'agit de faire passer toutes nos vies, et nous sommes tous pris dans ce filet-là, dans cette toile d'araignée, Ouais. la majorité des vies sur les écrans et que ces écrans sont sous contrôle. Donc voilà, c'est Vous avez raison. Vous avez raison. Sommes-nous, selon vous, le dernier rempart à la protection de nos enfants? oui, Oui. oui. Wow. Et nous sommes à vraiment un moment très critique. Alors, je ne suis pas quelqu'un déjà de tempérament très optimiste. Je préfère voir les choses de manière extrêmement lucide pour avoir des bonnes surprises. Mhm. Voilà, on va Mhm. dire ça comme ça. Ne pas m'illusionner particulièrement, mais je crois que la déchéance dans laquelle nous sommes, elle est irréversible. Alors, simplement, ce que nous pouvons faire Ouais. devant cette déchéance, c'est essayer de la freiner, ça c'est notre responsabilité, et essayer de créer des îlots euh, comme ça a été fait dans le passé, dans des âges barbares qui ont pu exister, des îlots de transmission et des îlots de protection en essayant de faire ce que nous pouvons chacun à Absolument. notre échelle individuelle, mais en se retroussant les manches. Nous ne sommes pas Absolument. dans une époque où il faut renoncer. Ouais. Alors que l'État et les institutions s'imposent de plus en plus dans l'éducation, on le voit, c'est omniprésent aujourd'hui, comment les parents peuvent-ils reprendre le contrôle et redevenir les vrais gardiens de leurs enfants? Je sais que c'est une question qui peut être complexe et difficile. Il y en a qui vont parler d'école maison, d'école à la maison, pardonnez-moi, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire l'école à la maison non plus. Donc, comment les parents peuvent redevenir justement ces gardiens de leurs enfants? Oui. euh, il faut passer du temps avec ses enfants. C'est le premier problème. Le premier problème que nous avons, c'est Ouais, que les parents sont occupés à des surcharges de travail et ont du mal à passer, et c'est bien compréhensible, du temps avec leurs enfants. Mais la première chose, c'est passer du temps et du temps de qualité. C'est-à-dire être à l'écoute, donc proposer quelque chose de l'ordre de la transmission. Euh, et je pense que nous avons vraiment une responsabilité à transmettre tout l'héritage intellectuel euh, et humaniste au sens bon du terme, qui est donc, comment dire, toutes nos racines, en fait, donc, qui commencent gréco-latine et puis ensuite chrétienne, bien sûr, pour euh, ce qui nous a constitués dans des ouais, vertus importantes. Euh, donc passer ce temps-là de qualité avec son enfant pour être à l'écoute aussi, parce qu'on va identifier si à un moment donné, euh, il y a un problème. Voilà, et je crois que cette relation de confiance, il faut prendre le temps de la tisser avec l'enfant. mhm, Et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Donc, les écrans, ça peut être important aussi que ça soit mis un peu à l'écart de la famille, parce que ça prend le temps des parents, mhm. aussi. Donc, ils ne sont pas vraiment disponibles pour leurs enfants parce qu'ils sont fatigués et ils vont aussi se mettre devant les écrans. Donc, il faut qu'on regarde à quoi sert cette fonction d'écran. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre que nous avons de mieux en nous? Chaque adulte a quelque chose de très important à transmettre. Donc peut-être réfléchir à ça, se revaloriser dans sa fonction parentale. Ouais, hein. Nous, c'est ce que nous disons tout le temps, donc avec mes collègues qui sont dans la même préoccupation. Nous mhm, disons c'est important de revaloriser
le parent aujourd'hui, le parent, c'est juste un pourvoyeur de besoins physiologiques, mais ce n'est pas ça, un parent. C'est extrêmement important. Il y a un ancrage dans l'histoire, il y a un ancrage dans la filiation, il y a un ancrage dans les ancêtres. Tout ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec le totalitarisme nouveau, on est dans la création de l'homme nouveau. Donc, il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien, et puis tout ça, on va le mettre à la poubelle. Or, qu'un enfant puisse s'inscrire dans ses origines, dans sa filiation, dans éventuellement la connaissance aussi du parcours Mhm. euh, de ses ancêtres, c'est extrêmement... Mais ça suppose de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Absolument. Ariane Billera, ma dernière question. Et, et d'en Pardon? faire une priorité. Oui, Et tout d'en à faire une fait. priorité. Vous voyez, bah, je voudrais rajouter peut-être quelques petites choses. Allez-y. Donc, j'ai ouvert des ateliers qui s'appellent Savoir des anciens. Donc, les gens viennent, on étudie en fait des textes de l'Antiquité. Et d'autres fois, on a étudié un texte d'un écrivain antique qui s'appelle Plutarque et qui raconte comment la grande figure de Caton, en tant que père, s'occupait de son fils. Et c'est très émouvant parce qu'on voit Mhm. par exemple pour les Romains, qui est une civilisation qui a duré tout de même très longtemps et il fallait un certain talent, il y avait une préoccupation majeure à transmettre le meilleur à son enfant, parce qu'on savait que tous nos espoirs reposaient Ouais. sur cet enfant. Pour, du point de vue à la fois nos espoirs, pas personnels, pas je veux qu'il réalise ce que je n'ai pas réalisé dans ma vie, ce n'est pas ça, mais Non. tous nos espoirs de civilisation. Et donc, Hannah Arendt, elle disait que l'éducation doit être absolument conservatrice. Mhm. Et elle avait raison. C'est-à-dire, on transmet déjà ce qu'on sait. Et puis l'enfant, il innovera s'il veut innover. Aujourd'hui, tout le monde prétend innover et réinvente le fil à couper le beurre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme dernière question pour vous, Ariane Billera, ce soir, j'aurais la suivante. Si vous aviez un message, parce qu'on est à travers la francophonie, évidemment, comme vous le savez, si vous aviez un message adressé à la francophonie ce soir, à toutes les mères, à tous les pères, quel serait-il? Ne renoncez pas à la protection de vos enfants par l'amour, avec l'amour de vos enfants. Voilà. Hmm. Hmm. Puis à tous ceux qui disaient, bon, mais le combat est déjà perdu d'avance, ça donne absolument rien, qu'est-ce que vous répondriez? Mais qu'on n'a pas le droit d'abandonner les enfants, combat perdu ou pas, en fait, on n'a pas le droit. Ouais. Donc c'est une responsabilité. Moi, je raisonne comme ça. Je me Ari- pose pas la question s'il est perdu ou pas. Non, je ne vais pas aller dans un combat parce qu'il est gagné ou il est perdu. Je vais dans un combat parce que j'ai la conviction morale ouais, qu'il faut aller dans ce combat-là. absolument. Ariane Billera, ça a été un honneur, un réel honneur de vous avoir avec nous ce soir à l'émission. J'aimerais que vous puissiez nous dire où pouvons-nous vous trouver, vous suivre, échanger avec vous, à quel endroit? Alors tout d'abord, il y a mon site internet. Donc bah, je recommande les gens de s'abonner sur le site parce qu'on ne sait jamais avec les plateformes, les réseaux sociaux, hein. J'ai eu plusieurs expériences. Oui, Voilà, donc mon site internet arianebiéran.com, donc où bah, les gens peuvent s'abonner, ils peuvent aussi prendre un abonnement à deux articles voilà, que je rédige, donc un inédit par mois, et après avoir accès à toutes mes archives. Et puis je propose différents types de séminaires. oui, Séminaires pour travailler la sécurité intérieure. J'ai aussi séminaire sur la manipulation, séminaire sur le phénomène totalitaire. Donc là, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez me retrouver. Voilà. Et puis après, il y a donc les réseaux sociaux, hein, la plateforme YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter, c'est à peu près là où je suis. hmm, Mais c'est beaucoup plus aléatoire, d'abord parce que le grok, là, l'espèce de truc, oui, j'appelle ça une grosse machine algorithmique, il a carrément reconnu, ce truc a reconnu qu'il me censurait, mais j'ai l'habitude d'être censurée. Je sais très bien comment ça marche depuis que j'ai pris la parole sur ouais, la protection des enfants depuis 2017. Donc le plus sûr, c'est quand même de me retrouver sur mon site, hein. tout à fait. Nous mettrons de toute manière les liens dans la description de la vidéo. Et vous avez écrit 40 ouvrages. Quels seraient vos coups de cœur qui pourraient aider les parents que vous pourriez recommander à notre auditoire? Alors, vraiment, bah, mon œuvre majeure, c'est Psychopathologie du totalitarisme, et elle est très importante parce que tout est lié. Il faut bien comprendre que tout est lié. Hmm, Donc, quand on a compris le programme dans lequel nous sommes, on comprend comment nous devons nous positionner. Ensuite, bien sûr, le sexe n'est pas un jeu d'enfant pour ceux qui souhaitent protéger les enfants voilà, de la distorsion hmm, psychique et des traumatismes en cours.
Il y a aussi un livre que je viens de faire paraître aux éditions Duno qui s'appelle Manipulation entre pouvoir et perversion, Hmm, qui est pour aussi un peu le grand public, pour que chacun acquiert ses outils de décryptage ouais. de la manipulation. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis après, deux autres livres majeurs, à mon avis, dans mon œuvre, c'est Psychopathologie de la paranoïa. Donc comprendre comment ça fonctionne, comment nous-mêmes, nous pouvons nous laisser embarquer dans quelque chose de cet ordre, et donc pouvoir mettre en place des garde-fous. Hmm. Et Psychopathologie de l'autorité, qui permet de donner des outils aux parents pour comprendre quelle est la fonction éducative. Et parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de confusion entre l'autoritarisme, l'autorité, des Ouais, éducations trop laxistes, et ce n'est pas ce dont l'enfant a besoin. Donc c'est un ouvrage qui est aussi très très important, je pense, pour les parents. absolument. Donc, nous mettrons également vos suggestions de livres dans la description de la vidéo. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Ça a été fort agréable d'échanger avec vous ce soir. Merci à vous, merci aux auditeurs. Vous savez, en conclusion, j'aime toujours terminer avec une conclusion. Ce soir, à travers cette entrevue avec Ariane Bilran, nous avons traversé les ténèbres de notre époque. Un monde qui sexualise les enfants au nom de la liberté, qui confond l'éducation à l'endoctrinement, qui prêche la tolérance mais rejette la vérité. Un monde où le mal s'habille en vertu, où le mensonge se fait pédagogie et où la confusion se fait loi. Mais la parole de Dieu nous rappelle une chose dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 5, qui dira « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Là où l'idéologie détruit, l'amour de Christ reconstruit. Là où la peur divise, la vérité rassemble. Là où l'État veut s'emparer des consciences, Dieu nous redonne la responsabilité sacrée de nos enfants. Être parent, ce n'est pas une fonction sociale, loin de là. C'est une vocation divine, car l'enfant n'appartient ni à l'État, ni au système, ni à la mode du moment. Il appartient à Dieu. Ce monde appelle progrès, ce qui défigure l'humain. Mais l'Évangile appelle renaissance, ce qui restaure la vérité, la beauté et la pureté. Parents, ne déléguez pas le cœur de vos enfants à l'empire des écrans. Enseignez-leur la vérité avant que le monde ne leur vende le mensonge. Apprenez-leur à aimer avant qu'on leur apprenne à consommer. Montrez-leur Jésus avant qu'on leur montre tout le reste. Car c'est dans la famille que commence la résistance et c'est dans la foi que renaît la liberté. Alors que le monde cherche à effacer Dieu des pensées et de la conscience des gens, que la vérité devienne notre héritage et que la parole de Jésus-Christ demeure la lumière qui éclaire nos foyers. J'aime ce qu'on lit dans le livre des Proverbes où il est dit, dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous savez, dans un temps où tout vacille, le seul roc qui demeure, c'est Jésus-Christ. Et ma prière en terminant, en concluant cette émission, c'est qu'il puisse devenir Jésus-Christ, ton rocher dans tes moments de noirceur. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@theovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.